Allez, grand bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci, c'est un plaisir d'être en votre compagnie, de faire confiance à la radiodiffusion télévision ivoirienne pour vous réveiller. Tout le groupe RTI s'occupe de votre réveil en ce 10 avril 2018. Tenez-vous bien, c'est le 100e jour de l'année. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, et en plus c'est mardi. Et mardi, tout est beau et tout est bon, surtout quand on regarde Matin Bonheur avec son contenu riche et varié. Aujourd'hui, on vous propose bien sûr la thématique droit avec Maître Souleymane Diallo, avocat. Il sera question de la liberté en question. Qu'est-ce que c'est? Quels sont nos droits vis-à-vis de la liberté? On en parlera avec notre avocat du jour. On aura aussi Jean-Baptiste Quadio pour parler de la gestion de la production. Noël Kofi, quant à lui, évoquera la question de l'exposition sur les innovations en matière de recherche en Côte d'Ivoire. Mais avant tout cela, nous allons voyager, faire un petit tour du côté du Kazakhstan. Voilà, on découvre ensemble. Voilà, le Kazakhstan, donc, pour ouvrir les vannes de ce rendez-vous, à chaque jour suffit son réveil. Le monde appartient à ceux qui se réveillent. Ce sont des paroles comme ça distillées afin de vous permettre donc d'être du bon pied avec nous. Au sommaire, elle a dit, on aura beaucoup de bonnes choses. Il est en train de chausser les crampons, façon de parler. Il est en train de s'habiller, mettre son micro. Il va venir nous parler de sa passion, la technologie. Lui, c'est Noël Quadio. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 10 avril 2018. Je le disais à l'entame de ce rendez-vous, c'est le 100e jour de l'année. Occasion pour chacun de nous de faire le bilan. Christelle Akoussa donc écrit le volet technique de cette émission et s'occupe bien sûr de votre confort visuel. Justement, nous allons la solliciter pour aller découvrir les méandres de la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, on va continuer sur notre lancée de pilates, donc d'exercices en douceur mais tout en travaillant quand même les muscles profonds. On va se concentrer aujourd'hui sur les fessiers, donc l'extérieur de la cuisse et les fesses en arrière. Donc on va commencer tout doucement en gardant les jambes écartées à la largeur des épaules. On va partir pour de grandes respirations, on inspire en levant les bras. Expire, on revient.
Encore une fois, on inspire en levant les bras. À chaque inspiration, on essaye de garder le nombril un peu plus à l'extérieur. On expire. Encore une fois, on inspire en levant les bras. On expire ici. Et une autre fois, on inspire. Expire, on ramène et on fait l'inverse. On inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on ouvre, toujours en se grandissant vers le plafond. Expire, on revient. Encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Et une dernière fois. Inspire, on ouvre. Et expire, on ramène. Excellent. Alors, on va toujours garder les deux jambes écartées à la largeur des hanches. On va penser à rentrer le nombril, à contracter nos abdos, à garder les épaules en bas. Vous pouvez mettre les mains sur vos hanches pour vous aider à tenir votre équilibre. Et on y va. On prend une bonne grande inspiration. Et en expirant, on va lever la jambe sur le côté. Inspire, on revient. Tout doucement, on se concentre. Expire, on lève. Pensez à garder les abdos contractés. Inspire, on revient. Encore une fois. Expire, on lève. Vous devez sentir l'extérieur de la cuisse. Inspire, on revient. Deux autres. Expire, on lève. Inspire, on ramène. Et une dernière. Expire, on lève. Inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. On laisse l'air rentrer dans la poitrine. On garde les épaules en bas. Expire, on lève la jambe. Inspire, on ramène. Encore. Expire, on lève. Inspire, on revient. On essaye le moins possible de pencher sur le côté en levant la jambe. On veut rester droite, on garde les abdos contractés. Expire, on lève. Donc, c'est pas grave si vous ne levez pas très haut. Encore deux autres. Expire, on lève. Et une dernière. Expire, on lève la jambe et on ramène. Parfait. On va repartir sur la première jambe. Cette fois, on va faire des cercles. Donc, on inspire ici. Expire, on ouvre et on revient. On inspire devant, expire, ouvre et on ramène. Encore une fois, on inspire devant, expire, on ouvre et on revient. Il nous en reste deux. On inspire devant, expire, on ouvre, on revient. Et une dernière, on inspire ici, expire, ouvre. On ramène et on change de jambe. On inspire vers l'avant. Expire, on ouvre sur le côté et on ramène. Super important de penser à garder vos abdos contractés, surtout en ouvrant. Vous ne voulez pas pencher pour revenir. On veut rester toujours le plus droit possible. On inspire vers l'avant et expire, on ouvre sur le côté, on contracte et on ramène. Encore une fois. On inspire ici. Expire, on ouvre et on revient. Une dernière, on inspire ici. Expire, on ouvre et on ramène. Et on repart sur l'autre jambe, on fait l'inverse. On inspire vers l'arrière. Et expire, on revient vers l'avant. Hop. Encore. On inspire vers l'arrière. Expire, on ramène. Encore une autre fois. On inspire vers l'arrière. Pied pointé, la jambe est longue. Expire, on revient. Encore deux autres. On inspire vers l'arrière. Expire, on revient. Et une dernière fois, on inspire vers l'arrière. Expire, on ramène, on change de jambe. Et c'est parti. Inspire, pousse. Expire, revient. Toujours en se grandissant vers le plafond. Inspire, on pousse. Expire, on ramène. Encore une autre. Inspire, on pousse. Expire, on revient. Il nous en reste deux. On est capable. Inspire, on pousse. Expire, on revient. Et une dernière. Inspire, on pousse. Expire, on ramène. Excellent. Petit dernier exercice. On va se tourner sur le côté. Vous allez emmener une jambe en arrière. La jambe en avant est légèrement fléchie. Les bras sont tendus. On descend en poussant les fesses vers l'arrière. Vous devez sentir tirer en arrière de la jambe qui est en avant.
Et inspire, on revient. Expire, on pense à pousser le bassin vers l'arrière, on descend, on garde le dos droit. Vous ne voulez pas être ici. Donc on pense à se redresser, on sort la poitrine et on remonte. Encore 2 autres, on y va. On inspire en descendant, on prend l'air, prenez votre temps. Dès qu'on sent que ça étire, on remonte. Et une dernière fois, les épaules bien en bas. Inspire, on pousse le bassin vers l'arrière. Expire, on revient et on change de côté. Une dernière. Inspire, on descend, on prend l'air. Expire, on revient. Encore, on y va. Inspire, on descend. Expire, revient. 2 petites dernières, vous êtes capable. Inspire, on descend. Expire, on revient. Et une dernière, inspire, on descend. Et expire, on revient. Excellent tout le monde. On va relâcher nos jambes. Bravo, j'espère que vous avez senti ce qui devait travailler. Donc, l'extérieur de la jambe et les fessiers plus l'arrière de la jambe. Nous, en tout cas, je pense qu'on a senti ce qui devait travailler. On vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. À demain, coach Kadi, elle a toujours ce qu'il faut pour nous permettre de bouger comme il faut et pour avoir... Elle bouge bien. Bah oui, encore bien ferme. Et Marco, vous le savez, quand on bouge beaucoup, on transpire et ça creuse forcément l'estomac. Et quand ça creuse l'estomac, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est du plagiat. Oui, qu'est-ce qu'il faut manger? Beaucoup de choses. Ce qui est conseillé, ce sont des fruits, des légumes, des choses vraiment légères. Honnêtement, vous, en tant qu'animatrice, vous dites ça à la télé, mais vous, qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez, honnêtement? Le matin... Durez de dire la vérité, toute la vérité. On a la chance d'avoir quelqu'un ici qui nous fait à manger. Josiane, à qui je fais un coucou, Marco. Elle vous sait toujours, vous privilégie, je ne sais pas pourquoi. À qui ça, moi? Oui, vous. Marcelin, vous avez toujours un bon morceau le matin avec des fruits privilégiés. Mais bon, et Nessie, elle a les restes. Et oui, il faut toujours commencer comme ça. Alors, si vous n'avez pas répondu à ma question, qu'est-ce que vous mangez le matin? Oh, Josiane, Josiane. Naturellement parlant. Pour tout vous dire, je mange rarement les matins. Donc, je mange rarement les matins, un petit fruit, et puis on laisse l'estomac pour midi. C'est ça. Avec un bon plat quali ou un bon garba à midi. Et c'est bon pour la journée. Tout ça pour vous dire que maintenant, on va aller au petit-déj. Premier plat, Nessie, nous avons... Alors, du pain au chocolat. Pain au chocolat. Un peu de viennoiserie, Marco. Merci donc à mademoiselle André Été qui nous envoie ces images-là depuis Paris, précisément de Villiers. Et on la salue chaleureusement. On fait un gros bisou, madame. Merci de penser à Matin Bonheur. Du pain au chocolat et on va passer maintenant au plat national, Marco. Un bon garba, comme on l'appelle chez nous, du zegen. C'est pas gentil ça ce matin, franchement, c'est un crime. C'est un crime. Vous voyez, Mister Technologie, comment il salive déjà. Ah oui, parce que vous savez, le garba, c'est un plat qui nous réconcilie tout de suite. Vous avez une vive discussion, on pose un plat, c'est comme le billet de 10 000 à l'époque, le gros billet là. Mais on pose un plat de garba, tout le monde se tait et puis on regarde quand même. Quel que soit l'endroit où nous sommes, du Canada, l'Inde, le garba, c'est un vecteur de réconciliation. Il faudrait y penser, pourquoi pas. Réconciliation. Ben, il y a des festivals, il y a un festival de garba, il y a un festival d'Atiéké. Ticket poisson, tout ça. Et on salue toutes ces femmes qui nourrissent la Côte d'Ivoire depuis des années. Ces femmes-là qui vendent de la ticket poisson, qui vraiment, voilà, quel que soit l'endroit où on se trouve à Abidjan, on a toujours un côté. On a toujours une femme, une tantie ou un tonton Aoussa qui vend du poisson, du garba ou bien de la ticket poisson. Toujours. Et ça fait plaisir. Allez, aujourd'hui c'est le 10 avril, mesdames et messieurs, et sachez que le 10 avril 1954, il y a eu la création de la fameuse TVA, Nessie. C'était où, Marco? Le 10 avril 1954, l'Assemblée nationale vote la taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt sur la consommation va très vite s'imposer en France et aussi dans le reste du monde, à l'exception notable des États-Unis. La TVA vient en remplacement des anciens impôts indirects sur la consommation
avec une différence proprement révolutionnaire qui fait le génie de son concepteur. L'entrepreneur ne se contente plus de déclarer et payer une taxe sur son chiffre d'affaires, c'est-à-dire ses ventes. Il déclare aussi le montant de ses achats et se fait rembourser par le service des impôts, les taxes qui pèsent sur ceux-ci. Donc, ces taxes ne pèsent en définitive que sur la différence entre ses ventes et ses achats. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et on aura Mystère Entrepreneuriat avec nous, hein, pourquoi pas. Un jour, il pourrait nous parler de la TVA et des différentes taxes et impôts à payer pour la création des entreprises et tout ça. Et aujourd'hui aussi, Marco, c'est une journée spéciale pour les Fulbert. Fulbert. Oui. Fulbert, c'est du germanique fula, qui veut dire abondance, et Bert, qui veut dire illustre. Alors, il fut un Fulbert très important. C'était dans les années 960 et 1028. Donc, c'était Saint Fulbert. Il est né en Italie. Il a étudié à l'école bénédicte de Rheims sous Gerbert. Il fut pape Sylvestre II. Il devient responsable de l'école cathédrale de Chartres et est nommé en 1007 évêque de Chartres. Il fut prêtre et savant. Il accueille de tout, hein, la réforme monastique de Cluny. Donc, super. Esprit encyclopédique et homme saint. Oui, parce que c'est un saint. Il était nommé saint. Il est une personnalité hors du commun et a laissé beaucoup de traités dans l'Église catholique. Coucou à tous les Fulbert qui nous regardent. Tout de suite sur Matin Bonheur, le point route. C'est parti. Attention, attention, est-ce qu'il y a du trafic? On va directement à Cocody avec... voilà, c'est au ralenti, hein, au feu. Voilà, c'est bon, la circulation est assez timide. Pour le moment, c'est naturel, hein, c'est normal. Nous sommes seulement à 6h19 en UTC. Nessie, la suite. Réveil timide, et là, c'est sur le boulevard Lagunaire, du côté du plateau. Normalement, ok. Voilà, et ça va, timide, les transports en commun. On peut faire un pique-nique, hein. On peut faire un pique-nique sur la chaussée, là. Sur la chaussée. Oh, Marco, quand même. En caché, regarder, quoi. C'est pas évident. Attention, quand même. C'est pas évident. Et là, c'est sur le pont. Pont de Gaulle. Très belle vue qui fond la lagune en deux et qui permet donc à toutes les populations de relier l'autre côté pendant que le petit déjeuner donc, de nos amis techniciens rentre. Imagine de vous dire ce que c'est. Le Bombo Flotto national, soit dit en passant. Je dis ça, je dis rien. Point aux troisième image, donc Treichville au cœur de la cité Nzassa. Treichville qui se réveille. Un point pour la météo pour montrer quand même que le temps est assez nuageux en ce début de période avec assez d'humidité. On va vers une journée normalement ensoleillée avec souvent de la pluie par période. Allez, nous allons maintenant où ça? À Koumassi, c'est ça? Non, échangeur. Échangeur, l'échangeur. Pas d'échange. Pas du tout sollicité à cette heure de la journée. Mais bon, voilà, donc vous savez quelle voie emprunter pour vous rendre à vos différents... Il n'y a pas de dernier pour la route, Christelle Akoussa? Dernier pour la route. Ok, c'est fini. C'est fini. Allez, Noël Quadio, il est là, il est avec nous. Et quand il est là, on parle de technologie. Bonjour Noël. Bonjour Marco, bonjour Nessie. Ça va ou quoi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du salon Abidjan Innova 2018. Donc, la première partie, nous nous sommes surtout concentrés sur l'aspect, les différents entretiens, les différentes rencontres, donc le côté, on va dire, administratif un peu de la chose. Et là, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les innovations en tant que telles, les innovations, les inventions des Ivoiriens, en fait. Donc, le salon Abidjan Innova a été surtout consacré aux Ivoiriens. Donc, il s'est tenu au Palais de la Culture, à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié, précisément à la salle Christian Latier, au Palais de la Culture. Donc, ça a été un salon très innovant et nous avons eu donc plusieurs innovations. Il a été donc conçu et présidé par la FEDINCI, la Fédération des inventeurs, et par son président, le président Djibril Pierre Koulibaly. Donc là, la première innovation déjà, c'est le foyer d'Afrique gaz butane. Donc, c'est un inventeur ivoirien qui a conçu cet outil
Donc, c'est un four à gaz, hein, c'est un gaz, c'est une cuisinière qui permet donc de cumuler plusieurs feux à la fois. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut, au lieu d'avoir plusieurs têtes de gaz et plusieurs moyens d'utilisation, il y a simplement fusionner. Donc, on a 3 têtes en une seule et ça protège également contre le vent. Donc, c'est son innovation. C'est pour les cuisines à grande échelle? Oui, pour les foyers, pour les cuisines à grande échelle, pour les professionnels. Mais c'est vraiment un outil qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Ensuite, on a la raquette anti-moustique, la raquette solaire anti-moustique. Donc là, on est déjà au-dessus le jeu éducatif. On va revenir un peu à la raquette. Et la raquette, c'est quoi? La raquette, c'est donc un outil qui permet de lutter contre les nuisibles, contre les insectes, les moustiques, les cafards. D'accord. Et donc, c'est une raquette électrique qui permet d'électrifier, de tuer donc tout ce qui est insecte. Et là, nous avons... On a donc le jeu éducatif Challenge du savoir. Donc, c'est un jeu éducatif qui est carrément interactif. Il est conçu surtout pour être utilisé en ligne. Donc, c'est un jeu pratique qui permet donc de développer les connaissances des utilisateurs directement grâce à des questions qui sont posées et c'est entièrement interactif. Donc, ça permet de savoir, d'avoir plus de connaissances sur la matière, ça permet d'avoir plus de connaissances sur son environnement. C'est donc aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes que pour les adultes. C'est un jeu innovant et c'est entièrement ivoirien. La prothèse auditive. Tout à fait. Alors, les Ivoiriens sont donc très ingénieux. On a donc conçu une prothèse entièrement ivoirienne, conçue en Côte d'Ivoire, qui permet donc d'améliorer la qualité de l'audition des malentendants. Donc, c'est une prothèse auditive made in Côte d'Ivoire, fabriquée par cet inventeur, qui permet donc aux malentendants d'améliorer la qualité de leur audition. Donc, tout est fabriqué ici. C'est un outil pratique, ça va permettre donc de réduire les coûts, parce que ce genre de matériel-là n'est pas toujours donné. Et donc, avec une conception ivoirienne, c'est l'avenir qui, je pense, aura beaucoup de bonnes augures. Le frigo chauffage, c'est ça? Il fallait y penser. Alors, on a le frigo qui est conçu pour refroidir, exactement, conserver la nourriture. Et donc, cet inventeur a conçu un espace, donc un palier qui permet de maintenir la nourriture au chaud. Donc, c'est à la fois un frigo pour tout ce qui est froid et un compartiment chauffage pour conserver la nourriture au chaud. Donc, c'est assez pratique, c'est assez innovant, il fallait y penser. Donc, c'est pourquoi il a conçu donc, le nom frigo chauffage. Ce n'est pas en 2 mots, c'est un seul mot, c'est un seul outil en une fois. Donc, on a le compartiment réfrigéré au-dessus. En dessous, c'est le congélateur. Et entre les deux, il y a donc le chauffage qui est là donc, pour conserver la nourriture au chaud. Donc, c'est assez pratique, c'est assez innovant. Il a d'ailleurs eu un prix pour cela au salon Abidjan Innova 2018. Donc, je pense qu'il envisage l'industrialisation. Un outil pareil mériterait quand même être développé. J'espère que tout ça est déposé et protégé. Bien sûr, en principe, il y a des brevets qui sont déposés, absolument, absolument. Donc, il a présenté son outil avec fierté d'ailleurs. Un frigo, à la fois chauffage et à la fois congélateur. Donc, c'est un outil Est-ce que tout est fait par les Ivoiriens à 100%? Ça aussi, la question. En principe, si le brevet est déposé, c'est entièrement ivoirien. Okay. Là, c'est la Tempoprise 225. Donc, la Tempoprise 225, c'est une rallonge qui permet de protéger les équipements. Donc, il fait à la fois office de stabilisateur, de régulateur, et il permet donc, en cas de coupure de courant, de bloquer l'électricité qui vient parfois trop violemment. Oui, j'en ai besoin. Parce que là, je n'ai plus de télévision à cause d'une coupure. Voilà. Alors, il est temps que la Tempoprise fasse partie de vos mobiliers. Franchement, j'ai besoin d'une Tempoprise, Marco. Tempoprise 225. Donc, très pratique avec un design innovant. Qui de droit va vous l'offrir? Bien sûr. Ensuite, nous avons l'application SIRA, donc c'est Solution Road Assistance. Donc, c'est une application qui permet donc de se localiser, tout ce qui est itinéraire, tout ce qui est localisation pour la navigation, notamment la navigation par satellite. Donc, c'est une application ivoirienne conçue par ce jeune inventeur, un Ivoirien, qui a conçu donc l'application qu'il a baptisée SIRA. Donc, cette application permet donc de se localiser, de définir son itinéraire en fonction de sa localisation, sa situation actuelle, vers le point de destination vers lequel il veut aller. Un GPS? Un GPS, il fonctionne en connivence avec le GPS. Le système anti-incendie télécommandé. Tout à fait. Donc, c'est une innovation de taille. Il l'a conçu surtout pour les automobilistes, donc pour les voitures. En cas d'incendie, le système est conçu de telle sorte qu'il y a une pompe qui est à l'intérieur du coffre, donc en sécurité, et c'est surtout quand le moteur s'enflamme. Donc, à ce niveau-là, il y a un équipement qui est posé tout autour du moteur, c'est comme on le voit à l'écran. Et ce système-là, une fois qu'on descend du véhicule en flamme, on a la télécommande, on appuie et l'eau jaillit pour donc arroser le moteur en flamme et qui permet donc d'éteindre l'incendie. En fait, ce n'est pas de l'eau en tant que telle, comme il a défini, c'est plus un liquide qui permet donc d'éteindre le feu avec le carburant qui est enflammé. Donc, c'est une innovation très pratique.
Je pense que ça mériterait équiper de nombreuses voitures parce que les incendies, quand même, ça arrive, ça ne prévient pas toujours. Et ça prend toute la voiture. Effectivement, on peut donc installer carrément sous tous les angles. La pompe hydraulique sans effort. Alors, c'est une innovation de taille, c'est une innovation impressionnante. La pompe hydraulique, aujourd'hui, dans les villages, surtout en zone rurale, il y a des pompes qu'on installe, mais ces pompes nécessitent beaucoup d'énergie. Oui, avec les pieds, voilà, exactement. Oui. Donc là, vous voyez, avec juste un doigt, il réussit à effectuer la manœuvre et c'est un mécanisme qui fait appel à plusieurs ressorts, Juste un doigt. Avec un doigt, il réussit à pomper, à aspirer, à tirer l'eau donc du puits jusqu'à l'extérieur. Et c'est donc très, très facile. Ces pompes ont déjà été installées, je précise, dans certaines régions. Et donc, ça mérite d'être développé dans des zones beaucoup plus grandes. Ça mérite d'être vulgarisé. Exactement. Ça, c'est une invention adaptée à nos réalités. À nos réalités, absolument. C'est beau. Est-ce que ces chercheurs, tout ça, ont des subventions? Est-ce que l'État, quelque part, bon, on va dire que l'État ne peut pas tout faire, mais voici des projets comme ça qu'il faut sponsoriser. C'est mieux de sponsoriser ce genre de choses que de sponsoriser des concours de beauté, par exemple. Ça, soit dit en passant. Soit dit en passant. Bien sûr. La broyeuse... D'Agris. Alors, c'est une broyeuse agricole pour les produits donc, agricoles et non agricoles d'ailleurs. Donc, c'est un moteur surpuissant. Et c'est également une broyeuse mobile. Donc, c'est l'un de ses atouts majeurs. C'est qu'à la différence des broyeuses traditionnelles, elles sont fixes, elles sont lourdes, elle fait à peine 160 kg et elle est donc mobile, on peut donc la déplacer. Elle a un moteur très puissant qui permet donc de broyer tout ce qui est produit agricole et non agricole. C'est donc une grosse innovation. Merci beaucoup, notre ami Techno, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, le monsieur Techno, Noël Techno, voilà. C'est un matin bonheur seulement qu'on a toutes les informations, tous les sujets croustillants par rapport à l'innovation. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Maï Sako, excellente de classe une fois de plus ce matin pour vous présenter les principales manchettes de l'info sur RTI1. Vous êtes un matin bonheur, réalisation Christelle Akoussa. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions côtières et les régions de montagne connaîtront ce matin des passages de denses nuages et ces nuages pourront laisser ça et là des pluies par endroits. Le nord-est sera nuageux avant de faire place à un ciel partiellement nuageux. Ailleurs, on pourra découvrir un ciel partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, à Diaké 24 degrés, la ville de Bondoukou marquera 23, il fera 24 à Boaké, Daloa 23 degrés, Dimbokro 24 degrés sur les villes de Gagnoa et Korogo, la ville de Mont marquera 22, le mercure affichera 23 à Odiéné, San Pedro 24 degrés, Sassondra 24 degrés et les villes de Tabou et Yamoussoukro marqueront 23 degrés. L'après-midi, une importante concentration en humidité sera sur les régions sud-forestières et la région de l'Est, ce qui pourrait occasionner la formation de nuages d'instabilité. Ces nuages pourront entraîner des pluies localisées en milieu de période sur ces régions. Cette situation pourrait influencer en fin d'après-midi les régions de montagne, l'Ouest et les régions du centre. Dans le nord, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques intrusions du soleil. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 31 sur la ville d'Adiaké, Bondoukou 32 degrés, 33 degrés à Boaké, Daloa 31 degrés, Dimbokro 33 degrés, 30 degrés sur la ville de Gagnoa, Korogo 33 degrés, il fera 30 degrés à Mont, Odiéné 34 degrés, 30 degrés sur les villes de San Pedro, Sassondra et Tabou et Yamoussoukro marquera 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30.
Rendons-nous au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation du Conseil national de la presse venue lui présenter son rapport d'activité au titre de l'année écoulée. Il en ressort que 2017 a été une année difficile, mais le Conseil national de la presse s'est félicité des 5 places obtenues par la Côte d'Ivoire dans le classement de Reporters sans frontières. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est la valeur d'une importante saisie de marchandises non déclarées. L'opération a été menée par la Direction générale des impôts dans la commune de Port-Bouët. Informé, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Mamadou Kwasi. Derrière ce magasin de vente de sanitaires, situé dans la commune de Port-Bouët, se trouve un important stock de matériaux de construction. Entre autres, des carreaux et du ciment blanc. Des marchandises non déclarées qui viennent d'être saisies par les agents des impôts. Théoriquement, ils sont autour de 200 millions de chiffres d'affaires l'an. Mais la valeur des stocks nous en dit long sur l'ampleur de l'activité. On a à peu près pour 500-600 millions de marchandises en stock. Informé de cette saisie, le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Accompagné du directeur général des impôts, il est venu se faire une idée du préjudice. Face à Moussa Sanogo, les responsables de cette structure plaident. Après ce site, cap sur notre entrepôt. Ici, tout paraît normal. Mais les marchandises stockées dans ces différents compartiments ne sont pas déclarées aux impôts. Une fraude sur la TVA selon le directeur général des impôts. Ils payent, mais ils ne payent pas de bon impôt. Et nous, notre souhait, c'est de l'amener à payer le bon impôt. Il a 11 succursales sur l'ensemble du territoire pour un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et lui-même le disait tout à l'heure, pour un stock qui dépasse 1 milliard, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce que nous allons tirer au clair. Après la phase de perquisition, nos équipes vont travailler sur les documents de ce contribuable-là pour rétablir donc la réalité des faits, la réalité des opérations réalisées par le contribuable. Et en tirer naturellement toutes les conséquences fiscales en termes de redressement, mais en termes également d'amende s'il est établi qu'il y a des comportements délictueux en dehors de la fraude fiscale. En plus des marchandises non déclarées, ces responsables d'entreprise font de la fabrique d'ustensiles de cuisine sur place. Encore une activité non déclarée aux impôts. La visite des différents entrepôts a permis au secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État de se faire une idée de l'ampleur de la situation. Ce sont plus de 3 milliards de francs CFA de préjudice subis par l'État de Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo annonce des mesures. En la matière, les sanctions sont prévues par les différentes réglementations en vigueur et la Direction générale des impôts prendra l'ensemble des mesures afin que les redressements fiscaux qui s'imposent soient appliqués et que les uns et les autres puissent venir verser à l'État ce qu'il devait faire depuis belle lurette. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'État est vraiment déterminé à assurer la protection de l'économie nationale. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par la corne, de sévir et de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt et le bon impôt s'en acquittent afin que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Les responsables en charge de l'enquête ont reçu les félicitations du secrétaire d'État qui a invité les agents à plus de rigueur pour la sauvegarde de l'économie ivoirienne. Le ministre des Transports, Adama Kone, a effectué hier une visite au canal d'Assini, à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture à cause du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Au cours de cette visite sur les lieux, le ministre des Transports a évoqué les mesures urgentes à mettre en œuvre afin de remédier à cette menace qui plane sur le transport lagunaire. Jean-Luc Bangbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. Si le sable part, la conséquence, c'est que ce canal-là ne sera plus navigable. Donc on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont,
ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale. Donc les questions de remblaiement, les questions de dragage, qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région. C'était donc la visite du ministre des Transports Amadou Koné hier au canal d'Assini, à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. L'Autorité nationale de l'aviation civile et l'AERIA ont pris part à un exercice de gestion de crise en sûreté de l'aviation. Il ressort de cette collaboration que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny répond aux normes de sûreté et de sécurité. Francis Boifou. Cet exercice de gestion de crise en sûreté et sécurité à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Il a permis de tester la réaction générale des différents acteurs intervenant dans le plan d'urgence de l'aéroport. Le ministre des Transports Amadou Koné et son homologue du Niger, Mahamadou Karidio, venus de Niamey pour assister à l'exercice. Dès le déclenchement de l'alerte, le comité de gestion de crise réuni au centre des opérations d'urgence a agi avec professionnalisme à la satisfaction des ministres. La simulation a débuté par une prise d'otage à bord d'un avion et l'introduction d'un colis piégé dans le hall public de l'aérogare. Elle s'est achevée par un assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et l'extinction d'un incendie provoqué par les terroristes. Au terme de l'exercice qui a été un succès, les experts ont noté que la Côte d'Ivoire est une destination sûre puisque l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan répond aux normes internationales de sécurité et de sûreté aéroportuaire. En 2017, cet aéroport a accueilli plus de 2 millions de passagers et réalisé une hausse du trafic passager de plus de 13% par rapport à 2016. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'UNESCO et la CEDEAO, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, organisent du 9 au 13 avril à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody un atelier régional de formation à la production des cours en ligne et de cours en ligne ouverts et massifs MOOCs. Objectif, renforcer les capacités des enseignants pour que ceux-ci soient capables de maîtriser les TIC pour dispenser des cours de qualité aux apprenants. 24 enseignants venus de 8 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette session de formation. Sephora Zegui, Franck Wadio. Une série de formations à la production de cours en ligne initiée à l'intention de 24 universitaires venus de 8 pays d'Afrique. Objectif de cette formation, renforcer les capacités des enseignants en vue de leur inculquer une nouvelle façon d'apprendre, d'enseigner et de travailler. Il est important que l'Afrique ne soit pas en reste dans l'utilisation des TIC, dans leur développement, pour promouvoir une éducation de qualité. Il s'agira de former les enseignants-chercheurs qui sont venus des autres pays à comment se fait la pédagogie, n'est-ce pas, dans le modèle d'université virtuelle. Parce qu'on n'enseigne pas dans une université virtuelle comme on enseigne dans une université classique. Former une génération d'enseignants-chercheurs ayant de nouvelles approches pédagogiques afin de faire de l'étudiant un acteur de sa formation. Abriter cet atelier de formation régionale, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le numérique pédagogique, c'est l'avenir de l'enseignement. Parce que ça répond à des problématiques, à l'insuffisance des infrastructures. Avec les cours en ligne, les étudiants ne sont pas obligés d'être dans les amphithéâtres et peuvent à tout endroit prendre le cours. Les participants entendent faire bon usage des cours qui leur seront dispensés. Que le numérique pour l'éducation a de la place. Que la thématique qui est affichée dans les deux ateliers
est une thématique qui fait partie des développements dans lesquels on est inscrit actuellement, mon pays et mon institut. 2 experts africains venus du Maroc et de l'Algérie pilotent cette formation qui va durer 5 jours. Les auditeurs apprendront à concevoir, structurer et scénariser des cours en ligne. Un mot de santé avec le 6e séminaire national de diabétologie. Il a pour thème prévenir l'amputation chez les diabétiques. La rencontre est organisée par l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer les capacités des médecins, infirmiers et paramédicaux impliqués dans la prise en charge des diabétiques. Ami Sissoko. Plus de 26 diabétiques sur 100 sont amputés du pied en Côte d'Ivoire suite à des complications. Parmi ces complications, la mauvaise circulation sanguine qui touche en premier les pieds. Les artères se bouchent, diminuant ainsi l'apport en oxygène. Résultat, les plaies s'étendent et ne cicatrisent pas. Je voulais diminuer mes ongles et la lame est rentrée un peu dans ma peau. Le 2e jour, il y avait une inflammation. Mon orteil était pratiquement rempli de pus. Grâce à une dame qui a incisé l'orteil et pendant 1 semaine, elle m'a aidé à circonscrire cela. Sinon, ça allait dégénérer et puis ça allait provoquer une amputation. Pour réduire le taux d'amputation à 5%, le 6e séminaire national de diabétologie de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire vient renforcer les connaissances des agents de santé et diététiciens à la prévention du pied diabétique, en traitement et la prise en charge nutritionnelle. À côté du coma diabétique, il y a le problème du pied chez les diabétiques, donc la gangrène. Et cette gangrène avait une prévalence de près de 40% avant pratiquement en 2011, mais grâce aux actions de sensibilisation, de dépistage de proximité et de traitement de ces lésions de façon précoce, nous sommes en train de contribuer à réduire cette complication qui est très grave, mais qui est surtout qui est très coûteuse. La bonne nouvelle, c'est que 80% des amputations peuvent justement être prévenues. C'est prendre soin de ses pieds, les laver tous les jours, les sécher, surtout entre les orteils pour éviter la macération. Devant toute lésion, consulter rapidement pour une prise en charge adaptée et efficace. De la part des personnels soignants, on les encourage également à examiner les pieds des malades diabétiques. C'est tout aussi important que d'ausculter leur cœur. Dans le monde, il y a une amputation toutes les 20 secondes et 70% de toutes les amputations non traumatiques ont pour cause le diabète selon les diabétologues. Alors que des mesures simples peuvent prévenir le pied diabétique. Entre autres, faire du sport, ne pas se promener pieds nus, ne pas porter des chaussettes et chaussures serrées. À l'étranger, nouveau rebondissement dans l'affaire du double meurtre de Magnanville. 6 personnes ont été interpellées hier. En juin 2016, un couple de policiers était assassiné à coups de couteau sous les yeux de leur petit garçon à leur domicile, situé à 60 km de Paris. Le tueur Larossi Abala, abattu dans l'assaut des forces de l'ordre, avait revendiqué son acte au nom de Daesh sur les réseaux sociaux. Parmi les interpellés, une policière et plusieurs personnes de son entourage. De nouvelles sanctions américaines ont été prises contre Moscou, accentuant la tension entre la Russie et les Occidentaux. Vendredi 6 avril, Washington a annoncé des mesures contre 7 oligarques et 12 entreprises russes considérées comme proches du Kremlin pour les punir de leurs activités malveillantes contre les démocraties occidentales. Résultat, hier lundi, une nette dégringolade de la bourse de Moscou. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Nessie. Merci Marcel. Demain. Demain? Oui. Donc, passez une excellente journée. Merci ma chérie, à vous pareillement. Allez Marco, on poursuit. Oui ma chérie, on poursuit, ma chérie. On poursuit Matin Bonheur, il est là, il est bien installé. Il est là pour nous parler d'entrepreneuriat. Voilà. Donc avec vous, on verra la gestion de la production. Non, on va continuer un peu sur les ressources humaines. D'accord. Parce que la dernière fois, on n'a pas pu faire l'émission, ils étaient fortement interpellés et l'occasion m'est donnée ce matin de présenter les excuses aux téléspectateurs qui avaient leur crayon et tout ça pour pouvoir... Ils ont toujours leur crayon aujourd'hui. Ils ont toujours leur crayon. D'accord, donc vous avez décidé de parler de leadership managérial
et ressources humaines. Super. Alors, le premier point, avoir une vision claire et la partager avec ses équipes. Avoir une vision très claire et la partager avec ses équipes. Nous avons dit ici que l'homme était au centre de l'activité. Et donc, ni les machines, ni l'argent ne peuvent contribuer au développement économique sans la participation des hommes. Lorsqu'on est patron, on a dit la dernière fois, une fois qu'on a recruté, on doit pouvoir intégrer. Et intégrer le personnel, intégrer les hommes, c'est soi-même, en tant que patron, avoir une vision claire de ce que doit devenir l'entreprise. Et partager cette vision-là avec ses équipes. Pourquoi? Imaginez que vous ayez une servante à la maison et vous ne lui dites jamais ce que vous voulez manger. À quelle heure vous voulez manger. Mais ce sera toujours une tension permanente à l'intérieur de la maison. Si elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Mais il y a beaucoup d'entreprises où les agents arrivent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Le matin, on lui dit, fais ça. À 10 h, on dit non, il faut faire ça. À 14 h, on dit non, ce que tu as fait est mauvais. Pourquoi tu as fait? Qui t'a dit Pourquoi de tu as faire fait ça? Qui t'a dit de faire ça? Et ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas défini une ligne particulière, une ligne précise, n'attendez pas quelque chose des agents qui sont là. Parce qu'ils auront peur de prendre des initiatives. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. On ne sait pas où on doit aboutir. Si on veut aller à Boaké, il y a certainement qu'on doit faire escale à Toumoudi, on va manger un peu. Après, arriver à Yamoussoukro, on doit mettre du carburant et on doit arriver à Boaké à telle heure. Mais si vous prenez le deuxième point, c'est s'entourer de personnes intelligentes. Ça, c'est très important. C'est extrêmement important. On a une vision, c'est bien beau, mais il faut avoir des personnes qui puissent sous-tendre cette vision-là. Voilà, c'est exactement ça. Donc, si vous n'avez pas, si vous recrutez les frères, les sœurs, qui ne comprennent rien à l'entreprise, qui ne savent pas faire ce que vous voulez, il est évident que votre entreprise va faire faillite. Les gens, les personnes que vous avez à l'intérieur de l'entreprise, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui sont allées à l'école, qui sont capables de comprendre ce que vous voulez. Si le recrutement s'est bien passé. Si le recrutement se passe bien, et on en a parlé la dernière fois, il faut que le recrutement se fasse bien pour que votre entreprise puisse survivre et vivre et tenir longtemps. Monsieur Kwadjo, soyons réalistes. Oui. Les gens aujourd'hui ont peur de confier leur entreprise à des personnes qui ne maîtrisent pas, entre guillemets, parce qu'une malversation est vite arrivée. Ça, c'est dans l'imagerie populaire. On préfère avoir un cousin, un frère dans l'entreprise qui va superviser, même s'il ne connaît rien du domaine. Mais je suis d'accord avec vous. S'il ne connaît rien, il va superviser quoi? C'est ça. Il devient un danger. Il est plus dangereux que la personne dont on a peur. Mais là, il y a un lien qu'il n'y a pas avec les autres. Il y a un lien familial. Il y a un lien familial. Mais l'entreprise, je regrette de le dire, si vous prenez les Américains, ils ne recrutent pas forcément la famille. Ils recrutent les meilleurs. Vous avez dit pas les Américains. Que les Américains. Mais, vous dites les Américains, vous oui, savez, chez nous ici, nous sommes ici. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, on prend les frères, on prend les sœurs, on ne sait pas exactement ce qu'ils font dans l'entreprise. Bon. Et on laisse l'entreprise mourir. Or, l'entreprise, c'est l'instrument, c'est l'organisation qui permet à l'homme d'atteindre son plein épanouissement. Donc, si on crée une entreprise, c'est pour que des gens en vivent. Regardez par exemple, une entreprise qui n'arrive pas à payer son personnel. Parce qu'il y a une pléthore de cousins, de neveux, de ceci, de cela. L'entreprise fait faillite. Et quand l'entreprise fait faillite, c'est la catastrophe. C'est des pères de famille qui vont voir leurs enfants devenir des microbes pour s'attaquer à toute la société. Les enfants en conflit avec la loi. Voilà. Et très souvent, les chefs d'entreprise préfèrent recruter les membres de leur famille pour éviter justement de les payer. Parce que là, si le cousin est là, de temps en temps, on lui donne... Bon, le cousin lui-même, est-ce qu'il est heureux de ne pas être payé? J'ai dit, ici, l'homme, il a toujours des besoins à satisfaire. Mais si vous êtes là qu'on ne vous paye pas, allez-y faire autre chose. Mais le tout même,
si on en arrive là, c'est parce que déjà au départ, la base est faussée. Parce que une entreprise, c'est une vision. On ne crée pas une entreprise parce qu'on a assez d'argent. Non. On a beaucoup d'argent. C'est ça. C'est là qu'il y a la différence. Quand on a une vision, on va traiter forcément l'entreprise de façon professionnelle. Mais quand on crée l'entreprise parce que, bon, on est arrivé à un poste où on peut mettre beaucoup d'argent de côté, où on peut, voilà quoi, où on a une facilité donc de dépenses, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous. En Côte d'Ivoire, il y a moi, j'adore certaines personnes. Je ne dirai pas des noms sur le plateau, mais ceux-là, c'est des entrepreneurs. Et je les admire. Je les admire. Je peux prendre le PDG du groupe NCA. C'est quelqu'un qui s'est bâti. Mais celui-là, il n'est pas arrivé à l'entrepreneuriat parce qu'il a accumulé de l'argent de manière politique, de manière ceci, de manière cela. On connaît tous son parcours. On connaît tous son parcours. Et c'est là qu'on veut inviter les jeunes Ivoiriens à avoir ce parcours de battants, de combattants avec une vision très claire et s'entourer de camarades d'école, des gens qui sont très compétents. Qui ont la même vision. Quand ils ont la même vision, vous partagez votre vision, mais le jour où vous n'êtes pas là, ils vont faire le travail. Parce que vous les motivez en plus. La famille doit rester totalement en retrait ou bien partiellement en retrait? Partiellement en retrait. La famille doit rester en retrait. Sauf si, dans la famille, il y a quelqu'un qui est compétent pour pouvoir conduire l'entreprise et ne pas venir parler mal de vos camarades qui travaillent correctement pour vous. Donc, le patron ne doit pas être sensible à ça. Il doit pouvoir partager la vision, doit pouvoir s'entourer de personnes compétentes, les consulter, les écouter. Écoutez, si vous avez fait l'école ensemble, vous connaissez vos camarades, vous savez qui est fort, qui n'est pas fort. Donc celui-là, vous lui dites pardon, moi je ne suis pas là, tu diriges l'entreprise. Mais il va le faire très bien. Puisque vous êtes des copains, des camarades. Et dans l'entreprise, la vocation, c'est que l'ensemble du personnel devienne des camarades, des copains, qui partagent, qui écoutent. Pourquoi vous voulez faire le travail de l'autre alors qu'on vous a confié, vous, votre travail? Faites pour vous, laissez pour l'autre. Laissez-le faire, laissez-lui la pleine responsabilité de ses actes. Et il sera sanctionné pour ça, positivement ou négativement. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Il faut une saine émulation. Une saine émulation, c'est un art, hein, le leadership managérial. C'est ça. Art. Il y a beaucoup de points. Il faut être transparent, c'est-à-dire il faut être juste avec les gens. Une fois que vous avez donné les tâches, vous les suivez. N'écoutez pas ce que Nessi va venir dire de Marco. N'écoutez pas ce que Marco va venir dire. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, après tout, on ne prend pas l'argent de Marco pour payer Nessi. On ne prend pas l'argent de Nessi pour payer Marco. Chacun a son argent. Point. Donc, travaillons et allons-y. Il faut également être réceptif aux idées des autres. C'est ça. Et consulter les autres. Il faut les consulter. Puisque vous êtes entouré de personnes compétentes, puisque vous êtes entouré de personnes intelligentes. Mais le leader, ce n'est pas celui qui connaît tout. C'est celui qui parfois ne connaît rien à vos sciences managériales, mais qui va utiliser toutes ces compétences-là pour réaliser sa vision. C'est ça. Vous mettez des gens, des agronomes, des financiers, des juristes, des fiscalistes, tout le monde ensemble, vous dites on va aller là-bas. Voilà ce que je veux. Voici, il faut donner de l'ambition. Moi, j'aime bien un chef d'entreprise qu'on ne va pas citer ici qui dit toujours à ses employés, chaque jour, donnez de l'ambition à l'entreprise. Absolument. Donnez de l'ambition à votre métier, à votre... Et vous allez voir que les gens, ils sont contents de venir au travail. Parce que... L'environnement est sain. L'environnement est sain. Ce n'est pas un endroit où on vient critiquer X ou Y au lieu de travailler, par exemple. On ne vient pas ici pour critiquer. Les 8 heures doivent être consacrées à la production. Production, production, production. Et l'entreprise, c'est comme le corps humain. Il y a la tête, il y a le cou, il y a le ventre, il y a les pieds, il y a les orteils. Et si votre doigt vous fait mal, c'est tout le corps humain. Donc, dans l'entreprise, chaque fois qu'un employé ne sera pas content, c'est toute l'entreprise qui est en train de se crouler. Parce que le mal va commencer par le doigt, il va gangréner tout le corps de l'entreprise et il faut savoir les repérer. Alors, généralement, ce qu'on dit, c'est que le patron, il doit se former aux sciences managériales. Parce qu'un bon vendeur n'est pas forcément un bon directeur commercial. Ça, il faut
il faut qu'il apprenne à être directeur commercial. Mais vous allez voir dans l'entreprise, il dit, mais moi je ne vends plus que celui-là, et puis c'est lui qui a été nommé directeur commercial. Et les problèmes vont commencer. Un bon journaliste, par exemple, ce n'est pas forcément un bon patron d'entreprise de presse. Non, il peut être pas à côté, forcément. Il peut être à côté, confier les rênes à un gestionnaire. Voilà, on par confie à quelqu'un qui met toutes les équipes ensemble, qui les fédère pour tirer quelque chose de ces... C'est très important parce que ça va être de la gestion de la production. Mais tout ce qu'on dit va avoir un impact direct sur la production. Or, on a vu dans la gestion commerciale que si vous ne faites pas de bons produits, si vous ne faites pas de bons services, vous êtes bon pour la faillite. Donc, le personnel compétent, il se recrute, il s'entretient avec la bonne humeur, avec un bon patron. Et un bon patron, ce n'est pas celui qui crie toujours. Un bon patron, c'est celui qui se laisse crier dessus, qui accepte et qui dit, bon, OK. Vous parlez de quel continent? Non. Comme l'entreprise, c'est né chez les Blancs. Donc, ils ont des concepts. Si on veut faire l'entreprise, on adopte les attitudes de ceux qui ont créé l'entreprise. On a gardé un peu notre culture. Vous avez des entreprises qui existent. Au fait, M. Kouadio, c'est qu'il faut... Ce sur quoi il faut mettre l'accent, surtout en matière de ressources humaines, ici, dans nos pays, il y a une déification des patrons. C'est-à-dire, on trouve un patron, il y a pratiquement même des genuflexions pour saluer le patron. Oui. Alors que le patron, il ne peut vous donner des ordres que dans l'environnement du travail. Dans un supermarché, il ne peut même pas vous dire de lui apporter quelque chose. Non. Voilà, je veux dire, il y a une déification. Ça veut dire, il y a des règles. C'est la culture qu'on a transportée en entreprise. La culture d'entreprise. Non, c'est la culture de chez nous qu'on a transportée en entreprise. C'est malheureux. On a le chef, on a le roi. Donc le patron, il est vu à peu près comme un roi. La meilleure manière de respecter son patron, c'est de bien faire son travail. Je vais vous dire une anecdote. Moi, la première fois du travail, quand je sors de l'école, c'est les Américains. On va à mission à Libreville, au Gabon. Africain que je suis, je vais porter la valise. Le patron, quand on sort, il a dit quoi, il faut laisser ça. C'est moi qui ai mis mes bagages dans ma valise. C'est moi qui connais le poids de ma valise. Laisse-moi porter ma valise, porte ta valise et puis allons-y. Parfois, on accuse ne recommence plus jamais ça. On accuse les patrons, par exemple, d'être ceci, d'être cela, alors que c'est nous-mêmes dans notre mentalité. Oui, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton et laissons la carotte afin que les patrons puissent nous battre avec. Parce que vous allez prendre son sac, pourquoi? Est-ce que ça fait partie des chartes de l'entreprise? Non. On m'avait donné une charte professionnelle, on appelle ça l'éthique professionnelle. Avant de signer mon contrat, on m'a fait lire, on dit, ça c'est interdit ici. Voilà. On ne fait pas de génuflexion à quelqu'un. On ne dit même pas monsieur. On dit Marcelin, dit quoi? OK, alors voilà. C'est le patron. Mais c'est une question de culture. Tu sais que c'est le patron. Il t'a dit, voilà comment tu dois faire le travail. Tu dois me rendre le travail à telle heure. Je vais contrôler, je vais voir si tu as bien fait. Si tu n'as pas bien fait, je vais t'apprendre à faire ce travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les patrons, que ce soit la vendeuse de Beaufort-Tour ou bien... Aujourd'hui, on invite beaucoup de jeunes à créer des entreprises. Mais ces entreprises vont péricliter si ces jeunes patrons ne gèrent pas correctement les employés qu'ils vont avoir. Il y a beaucoup de faillites à cause de la méconnaissance de la gestion des ressources humaines. Et heureusement que vous êtes avec nous pour en parler, pour tirer la sonnette d'alarme afin que les chefs d'entreprise puissent faire ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup, M. Kouadio. La prochaine fois, nous allons parler de... La production. La production. Le rendez-vous est pris, tous à vos calepins. On espère être avec vous, avec notre entrepreneur en chef de cette émission. Il est 7 h, c'est le moment de la pub. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie.
Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Bonjour 2018. Que du bonheur. Dame Jomana, tu es jolie, hein? Tu es belle, tu es charmante, tu es brillante comme le croissant lunaire. Dieu t'a tout donné, sauf mon numéro. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais à l'estanguet, quand tu es en train de faire la cour à une femme, et puis tu vois un moment, elle a arrêté les pieds, fait ça. Aïe, oh, mon ulcère est debout encore. Oh, mon frère, faut pas chercher une pharmacie de garde, chercher un restaurant. Il n'y a pas un fonctionnaire qui aime virement plutôt policier. Policier. Son affaire de virement. Yeah. Il veut contrôler les pièces d'identité des passagers dans un véhicule. Tellement virement dans sa tête, il se trompe. Mesdames et messieurs, bonjour, excusez-moi, c'est pour contrôler vos virements. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur et on va partir pour le tout dernier virage de cette émission. Aujourd'hui, mardi, comme tous les mardis, on parlera droit, mais spécifiquement aujourd'hui, la gestion de la liberté en matière pénale. Qu'est-ce que c'est? On a notre expert avec nous, Maître Diallo, avec qui on parlera de tout, mais avant le postulat. Être libre, est-ce faire tout ce que l'on veut? C'est en tout cas une valeur pour laquelle des hommes se sont battus et sont morts. La liberté en ce sens, ce serait quand mon désir et ma volonté ne rencontrent pas de limites. Dans un micro-trottoir, on se rend vite compte que chacun y va de sa définition. La liberté, c'est la capacité qu'a un être humain de pouvoir agir sans interdit, sans restriction aucune vis-à-vis de la loi. Pour moi, la liberté, c'est quelqu'un qui est libre. Qui peut vaquer à ses occupations tranquillement, qui a la santé, qui peut se permettre ce qu'il peut. La liberté, c'est faire tout ce que l'on peut, tout ce qu'un être humain peut. Mais cette liberté est encore restreinte et elle va dans l'anarchie. Et donc, pour moi, la vraie liberté, c'est tous ceux qui respectent les lois, c'est-à-dire qui agissent sous la contrainte des lois. C'est-à-dire que quand tu agis sur la contrainte des lois et que tu es astreint aux lois, tu es libre. Ceux qui sont en prison sont effectivement privés de liberté parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. La liberté, c'est le fait d'être libre en fait, de faire ce qu'on a envie de faire tout en respectant les principes de l'autre. Pour vous, moi, la liberté, c'est avoir vraiment le pouvoir d'aller et puis revenir, faire tout ce qu'on veut tranquillement sans avoir de problème. La liberté en question, elle paraît si fragile car à tout moment on peut la perdre. Être enfermé dans une prison sans possibilité d'en sortir ou sans savoir le jour où un juge décidera de votre sort. Les prisonniers enfermés sans être jugés, je trouve que ce n'est pas tout à fait normal. Une personne perd sa liberté lorsqu'on lui refuse certains droits, lorsqu'on lui interdit certaines choses qui ne doivent pas l'être et lorsqu'on l'empêche
de s'exprimer, de dire certaines choses qui plus ou moins sont censées étayer le commun des mortels. Lorsque vous êtes détenu de façon arbitraire, sans aucun jugement, moi j'appelle ça de l'abus. C'est une forme d'oppression. Oui, ceux qui sont en prison et qui ne sont pas jugés, c'est pas normal. Parce que quand tu commets un acte, il faut être jugé. Il faut être jugé. Quand tu commets un acte, il faut qu'on détermine ta peine. De quoi on t'accuse. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui sont incarcérés. Ils sont en prison, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas libres en tout cas. La liberté en question est composée de plusieurs libertés, à savoir la mise en liberté qui peut être refusée ou accordée, la liberté provisoire et enfin la liberté tout court. Et les freins à cette liberté sont la détention préventive ou provisoire, une garde à vue courte ou longue, mais qui est tout de même un enfermement. Maître Diallo, rebonjour. Bonjour. Alors, quand on écoute les intervenants, quand on ramène ça à la gestion de la liberté en matière pénale, il y a certaines choses à préciser. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'entente de mon propos, je voudrais dire que les intervenants de tout à l'heure ont touché du doigt la problématique de la liberté. Effectivement, ils ont tous plus ou moins compris ce qu'était la liberté. C'est-à-dire la capacité d'aller et de venir. Excusez-moi. La capacité d'aller et de venir selon son bon vouloir. Mais comme le disait Montesquieu, la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Et vous avez bien vu dans l'élément tout à l'heure que les intervenants ont essayé de mettre la liberté en exergue à la lueur de la procédure pénale. D'où votre question de savoir comment on gère la liberté en matière pénale. La liberté au cœur de l'action pénale, de la procédure pénale. Le droit pénal est un droit, on va dire, qui comporte une certaine barbarie. Parce que c'est un droit qui permet au juge, à la justice, de priver quelqu'un d'un bien fondamental, d'un bien précieux, c'est-à-dire sa liberté. Sa capacité d'aller et de venir. Si la personne enfreint la loi. Bien entendu. Souvent, ce n'est pas toujours le cas que quelqu'un va être privé de sa liberté parce qu'elle a enfreint la loi. Quelqu'un peut être privé de sa liberté dans le cadre, justement, des enquêtes judiciaires en vue de la manifestation de la vérité. Au terme desquelles enquêtes. Oui, allons-y. Alors, Nessie avait des choses à préciser par rapport à notre thème. Allez-y, Nessie. Oui. Effectivement, donc là, on parle de la gestion de la liberté en matière pénale. Donc, il y a différents types de liberté qu'on verra avec notre invité du jour, le maître Diallo Suleiman. Donc, vous nous parliez là de la liberté, de la définition de la liberté. C'est ça. Donc là, maintenant, on va voir les différents types de liberté. Il y a différents types de liberté. On va dire qu'il y a différents types de gestion de la liberté. Il y a différents types de gestion. Il y a une seule liberté, celle d'aller et de venir selon son bon vouloir dans le respect des lois. Vous avez en matière de gestion de liberté, on va dire deux grandes phases. Vous avez la gestion de la liberté avant le prononcé d'une sentence pénale. Et puis vous avez la liberté, la gestion de la liberté après le prononcé de la sentence pénale. La gestion de la liberté avant le prononcé de la sentence pénale commence souvent et très généralement au niveau même de l'enquête de police. Ce qu'on appelle communément dans le jargon consacré l'enquête préliminaire. Et à ce niveau-là, vous avez deux types de gestion de la liberté. Vous avez la gestion de la liberté en matière d'enquête ordinaire, préliminaire ordinaire. Le policier qui est chargé de mener une mission d'investigation à votre encontre parce qu'on vous reproche des faits qui relèvent du droit pénal, peut, pour les nécessités de l'enquête, vous retenir dans ses locaux le temps d'établir et de mener ces investigations. Le tout sous la supervision du procureur de la République. C'est une faculté. Et cette faculté relève de la volonté et du bon vouloir de l'enquêteur. Il vous retient en garde à vue
dans un temps bien précis. Le législateur a tout prévu. C'est un temps précis en matière d'enquête préliminaire. C'est 48 heures renouvelables une fois. Mais le tout ça sous la supervision du procureur de la République, qui est le directeur des poursuites et des enquêtes dans le ressort de sa juridiction. Est-ce que ça s'est respecté? Dans la pratique, en dehors, à l'exception de quelques policiers zélés, de quelques enquêteurs zélés, globalement c'est respecté. Quelques dossiers sensibles? C'est respecté parce que, surtout ces dernières années, on a constaté que l'inspection des services de police attache un prix au respect de ces règles-là. On a vu plusieurs policiers être convoqués, interpellés pour s'expliquer sur les cas de détention, on va dire, injustifiés et abusifs en matière de garde à vue. Mais je dis globalement. Maintenant, vous avez l'enquête, ça c'est l'enquête ordinaire où le policier a la faculté de vous garder le temps de mener ses investigations. Et puis, au niveau de la police, vous avez ce qu'on appelle l'enquête de flagrance. C'est une enquête qui va concerner une personne qui est prise la main dans le sac, comme on dit, ou qui est poursuivie par la clameur publique, ou vraiment qui a été retrouvée dans un temps immédiat à l'action avec des indices qui l'impliquent. Dans ce genre de cas, le code demande que le policier s'assure de la présence de cette personne qui est mise en cause. Mais également encore à ce niveau, il y a le respect d'un certain nombre de règles et de formalités. L'individu qui est placé en garde à vue en matière de flagrance, il va bénéficier des mêmes délais de garde à vue que celui qui est placé en enquête préliminaire ordinaire. C'est-à-dire 48 heures, renouvelables une fois avec l'accord du procureur de la République. Donc en matière de police, voilà les deux grandes périodes où on peut être privé de sa liberté. En temps ordinaire, selon le bon vouloir de l'enquêteur par rapport aux nécessités de son enquête. En matière de flagrance, absolument, parce que le texte dit que le policier doit s'assurer de la présence du mis en cause, il doit confronter avec éventuellement les victimes, entendre les témoins, etc. etc. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut priver quelqu'un de sa liberté. Mais dans tous les cas, au niveau de l'enquête préliminaire, ces délais-là sont assortis d'un certain nombre de conditions et de protection. L'individu qui est en enquête préliminaire, pour des questions liées à sa liberté, doit bénéficier de ce qu'on appelle le secret de l'enquête. Le secret de l'enquête. C'est pour ça que souvent je suis vraiment ahuri de voir à la télé, dans les médias, des enquêteurs exhiber pour montrer qu'ils travaillent bien. C'est bon aussi hein, de savoir qu'ils travaillent bien, mais exhiber les mis en cause en disant voilà, c'est un tel qui a commis telle infraction, on a trouvé des éléments dans sa main, etc. etc. En exposant ces personnes-là. La loi dit, en matière d'enquête préliminaire, lorsqu'il y a une garde à vue ou non, le policier doit s'assurer, doit ou du moins assurer le secret de l'enquête et le secret professionnel. Il n'a même pas le droit de donner les éléments d'information de l'enquête à son épouse, a fortiori devant les caméras, comme il nous a été donné de voir dans certains cas. Alors, vous savez, les médias ont quelque chose de... Bon, souvent, c'est ce côté destructeur. Lorsque vous êtes exposé d'une certaine façon, il est difficile de vous laver de l'accusation, on va dire, populaire, orchestrée par les médias ou les réseaux sociaux. C'est pour ça que, également, pour des questions de liberté, il est important que ces règles élémentaires soient respectées. C'est vrai qu'on a besoin de savoir que notre police nous protège ou que nos enquêteurs nous protègent, mais également, il est important d'assurer à chaque personne le respect de ses droits. Aux États-Unis, vous faites une telle erreur, la procédure tout entière s'annule, parce que vous mettez la personne du mis en cause en danger de mort, parce que certaines personnes n'arrivent pas à faire de discernement, qu'à l'issue d'une enquête, quelqu'un à qui on a reproché des faits peut se retrouver libre parce qu'on n'a pas eu suffisamment de charges pour emporter la responsabilité ou la culpabilité de cette personne. Mais est-ce que l'avocat peut se servir de ce fait-là pour faire libérer son client? En Côte d'Ivoire, dans la pratique, c'est évanescent. C'est pratiquement, on va dire, chimérique. Parce que certaines motivations peuvent conduire le juge à passer outre ces observations formelles. Quand vous parlez de certaines motivations, lesquelles? Bon, je vais en venir, parce que j'étais en train de parler de l'enquête préliminaire au niveau de la police. Je dois dire également que depuis 1998,
le législateur ivoirien, et ça c'est à saluer, a fait une réforme capitale. Vous savez, avant, nous les avocats, on n'intervenait pas en matière d'enquête préliminaire. Les enquêtes préliminaires se faisaient dans l'ignorance de l'avocat. Depuis 1998, l'avocat est autorisé à intervenir dans la procédure, même si c'est à titre d'observateur, il assiste son client. C'est un caractère ou un côté aussi psychologiquement positif, parce que vous remontez, il est bon de savoir quand vous êtes mis en cause, vous avez affaire à la machine infernale du droit répressif, qu'un professionnel du droit soit à vos côtés pour ne serait-ce que vous assurer ou vous rassurer dans vos déclarations. Et donc ça, c'est un élément important à saluer. C'est l'une des rares réformes qui ont été entreprises, on va dire, depuis 1998 jusqu'à ce jour. C'est l'une des rares réformes importantes en matière pénale. Et puis après, la gestion, avant le prononcé de la sentence, peut se situer, de la liberté, peut également intervenir au niveau judiciaire. À ce niveau-là, je peux vous assurer que c'est le cauchemar de beaucoup d'avocats de la défense. On constate que les gens vont en prison à une vitesse supersonique. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps, souvent même, de compulser le dossier. La personne, le mis en cause, est placé sous mandat de dépôt, il va en prison. Il y a un recours systématique au mandat de dépôt Un recours systématique depuis, à l'emprisonnement. Qui est décrié même par les autorités. Ces derniers temps, la déferlante répressive, mais vraiment, nous dépasse tous. On ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des mendiants, depuis ces deux dernières années, au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, on assiste à des déferments et de jugements de mendiants, souvent de personnes handicapées physiques. Pourquoi? Inscription sur la voie publique? Non, sous prétexte qu'ils s'adonnent à la mendicité. C'est un délit. C'est un délit. Effectivement, la mendicité est prévue par le code pénal. Mais c'est une vieille incrimination qui existe depuis, on va dire, 1960. Dans les pays occidentaux, dans la plupart des grandes nations développées, cette incrimination a été abandonnée. Parce qu'on ne peut pas sanctionner ce que toutes les religions, ce que toutes les bonnes éducations prônent, c'est-à-dire l'aumône, l'altruisme, la solidarité. Quelqu'un qui s'adonne à la mendicité et qui ne fait aucune autre infraction à côté ou sous-jacente, qui est poursuivi par le ministère, par le procureur de la République, qui est enfermé à la MACA, tout simplement parce qu'il s'est adonné à la mendicité, j'estime que cela relève vraiment de quelque chose de très grave. Et ça, nous, on se bat tous les jours au quotidien pour apporter notre soutien à ces mendiants-là. En Europe, dans les pays occidentaux, c'est la mendicité agressive qui est punie. Je m'attarde sur cette question parce que c'est une question de liberté. La loi dit, en Côte d'Ivoire, la loi qui prévoit la mendicité est très claire. Toute personne qui peut exercer un emploi rémunéré et qui s'adonne à la mendicité peut être punie. Donc il y a une condition qui est que la personne qui s'adonne à la mendicité de façon habituelle doit être capable d'exercer un travail rémunéré. Mais quand vous allez prendre un estropié, des aveugles ou des vieilles personnes accompagnées souvent d'enfants, sous prétexte que, bon, il y a une disposition du code pénal qui prévoit qu'on punisse ce genre de personnes et qu'on les embastille, tout simplement parce qu'ils ont cherché à survivre plutôt que d'aller commettre des méfaits, c'est assez délicat. Alors, pour en revenir au sujet, c'était une digression pour faire parler un peu du caractère répressif. On a vu que là, c'était vraiment l'avocat qui parlait. Voilà. Je dirais, en matière de gestion de la liberté avant le prononcé de la sentence, le procureur de la République est saisi des dossiers d'enquête préliminaire ou de plainte, peut décider, selon la lecture qu'il a des faits, d'engager une procédure de flagrant délit ou de vous conduire directement devant le tribunal de première instance ou de saisir un juge d'instruction à l'effet d'investiguer davantage
sur les indices qu'on a mis à sa disposition. À ce niveau-là, vous constaterez qu'il y a 3 niveaux de gestion de la liberté. Si le procureur décide, par exemple, d'engager en votre compte la procédure de flagrance, ça suppose que déjà vous avez été conduit devant lui dans le cadre d'une enquête de flagrance ou qu'il a suffisamment d'éléments en sa possession pour qu'on vous juge directement devant un tribunal. Le procureur, à ce niveau, peut vous priver de votre liberté. Il peut prendre un mandat de dépôt en vertu des pouvoirs qui sont les siens et qui lui sont reconnus par le code pénal. Il peut vous décerner à votre compte un mandat de dépôt. Mais la loi dit quoi? Ce mandat de dépôt a une durée de vie. Wow. Oui. Le procureur qui décide de vous poursuivre en flagrant délit a l'obligation, et qui décide de vous placer sous mandat de dépôt, a l'obligation de vous présenter sur le champ au tribunal pour qu'on vous juge. Sur le champ. Maintenant, s'il ne peut pas vous présenter sur le champ au tribunal parce que le tribunal ne siège pas ou parce qu'il est tard, le tribunal est spécialement convoqué pour le lendemain pour vous juger. Et si le tribunal ne peut pas vous juger le lendemain, le procureur n'a pas d'autre choix que de saisir un juge d'instruction. Son mandat de dépôt en matière de flagrance dure 24 heures. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Avant de parler c'est loin d'être le cas. Avant de parler de juger tout ça, on a également la liberté sous caution. Non, c'est de ça que je parle. Au niveau de la gestion, vous allez avoir toutes ces notions-là. La gestion de la liberté en matière de flagrance, c'est de ça que je parle pour l'instant. Après, je vous parlerai de la gestion de la liberté en matière de détention préventive et la gestion de la liberté au moment où on prononce la sentence ou avant qu'on ne prononce la sentence. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le mandat de dépôt. C'est exactement ce qui se passe dans nos pays en voie de développement, notamment dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il y a un recours systématique au mandat de dépôt. Et même, je me rappelle, il y avait une ordonnance du garde des Sceaux qui incriminait cela. Pour dire que quand même ces prises au sérieux auront lieu. Alors c'est dû à quoi concrètement? C'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a des appels intempestifs, des appels nocturnes? Est-ce qu'il y a des mains obscures qui, bon... À ce niveau-là, comme je le disais tantôt, nous, acteurs de justice, souvent du côté de la défense, nous sommes surpris par... si vous voulez, cette déferlante répressive, ce recours systématique à l'emprisonnement. Les textes que nous avons dans nos différents codes, code de procédure pénale, code pénal, je peux vous assurer que si nous les appliquons simplement, il n'y a aucun problème. Répondez à ma question, maître. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des... Mais naturellement, nous dirons qu'il y a un élément subjectif. Il y a des appréciations subjectives qui amènent souvent certains magistrats à maintenir des gens en prison. Des appréciations subjectives, exemple? Je vous expliquais tout à l'heure que au niveau de la gestion de la liberté, au niveau du tribunal, le procureur de la République peut décider de vous envoyer parce qu'il a une certaine lecture des faits qui ont été déférés. Voilà. À ce niveau-là, c'est un élément subjectif. Le procureur de la République peut aussi bien, pour les mêmes faits, décider de vous envoyer en citation directe sans mandat de dépôt. C'est-à-dire vous convoquer devant le tribunal pour que vous soyez jugé. Et qu'une fois reconnu, s'il y a un châtiment en termes d'emprisonnement qui est prononcé en votre encontre, que vous purgez votre sentiment. Mais on remarque qu'il y a un double châtiment, parce que non seulement le mandat de dépôt s'éternise, et en plus, quand il y a... Il faut clarifier les choses. Voilà. Le mandat de dépôt, qui est un ordre qu'on donne, que le juge ou le tribunal donne à un régisseur de recevoir quelqu'un, est délivré dans des cas bien précis. Et c'est pour ça que si je ne vous expose pas un peu les grandes tendances à ce niveau-là, on va toujours revenir sur les mêmes questions. Je parlais tout à l'heure du procureur de la République, de la gestion de la liberté au niveau du procureur. Le procureur, en termes de liberté, c'est-à-dire de vous priver de votre capacité d'aller et de venir, c'est en matière de flagrance. Il peut signer un mandat de dépôt pour vous priver de cela. Maintenant, si le procureur estime que les faits qu'on vous reproche ne sont pas suffisamment édifiés, il peut décider, et c'est en matière délictuelle, une faculté, de saisir un juge d'instruction. Et en matière d'instruction, il y a des principes. Le premier principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Alors, le juge d'instruction qui reçoit, si vous voulez, une demande ou un acte de saisine du procureur pour enquêter, eh bien, il vous reçoit, il a la possibilité de vous mettre en liberté et de mener ses investigations
Et il peut décider de vous placer en détention préventive le temps de mener son enquête. Alors, c'est là que vos préoccupations peuvent être prises en compte. Parce que la plupart du temps, on parle de liberté provisoire, de liberté sous caution, de liberté conditionnelle, enfin, même pas conditionnelle, de liberté, oui, provisoire, à ce niveau-là. Parce que quand vous êtes en détention préventive, vous êtes privé de votre liberté sans jugement, simplement pour nécessité d'enquête du procureur de la République. Et le législateur a prévu des textes, a prévu des règles et des formalités à respecter, sous peine souvent de nullité. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas toujours respecté. On va inviter ici d'autres personnes, parce que là, c'est l'avocat qui parle. Forcément, il y a peut-être des choses... Je vous donne mon expérience. Oui, l'expérience. Mais il faut qu'on invite aussi des juges, des procureurs, pour qu'ils nous disent un peu ce qui se passe. Plusieurs fois, on a eu plusieurs personnes ce serait aussi du droit. très louable. Parce que il y a des personnes aujourd'hui qui courpissent en prison. Voilà, aucun jugement. Il n'y a pratiquement rien eu. C'est ce que je disais en matière de détention. Est-ce qu'il n'y a pas, je reviens sur ma question, il n'y a pas d'intervention qui n'ont rien à voir avec le droit, qui sous-tendent ces privations de liberté-là. Mais c'est ce que je vous disais. Quand vous prenez des aspects subjectifs, que le juge vous place, par exemple, le procureur décide de vous poursuivre en flagrant délit. Les aspects subjectifs, c'est quoi? Les appels de... moi, je ne suis pas avec le juge d'instruction pour savoir si on les appelle ou pas, mais seulement... Vous avez parlé d'expérience tout à l'heure, c'est que vous savez ce qui se passe. Oui, ce que je peux dire, sans aucun risque, c'est que très souvent, vous avez des gens qui sont détenus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit. Alors, est-ce que cela relève d'influence extérieure ou cela relève de la pure personnalité du juge ou du procureur qui a le dossier? Je ne saurais vous répondre. Mais une chose est certaine, quand quelqu'un est en détention préventive, c'est-à-dire qu'il n'est pas jugé pour des faits souvent de nature économique, plus de 3 ans, et que toutes ces demandes de liberté sont systématiquement refusées, sachant très bien que la liberté est un bien extrêmement précieux et que ce bien-là est au cœur du dispositif législatif en matière pénale. Et que cela est fait sans qu'on puisse, vraiment sans qu'on puisse s'en émouvoir ou agir autrement que d'exercer des voies de recours, souvent qui sont vouées à l'échec parce que comment on appelle ça, le travail, la charge de travail fait qu'on n'a pas le temps de se pencher sérieusement sur certaines questions. C'est ça la problématique. Il y a une inspection générale qui... L'inspection générale des polices, de la justice, malheureusement a des pouvoirs très limités. Oui, c'était un peu dans la léthargie, mais de plus en plus, cette inspection commence à travailler et sort des arrêts, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, ce n'est pas des arrêts. L'inspection, à mon avis... donne des observations qui permettent quand même de clarifier, Du point de vue, à mon sens, de la façon dont les magistrats exercent leur mission, l'inspection va intervenir pour naturellement vérifier. Vous pensez que les magistrats abusent? Je ne dirais pas que les magistrats abusent. Tous les magistrats abusent. Certains acteurs, malheureusement, abusent des règles et des textes. Et aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas dû parfois à l'intervention? On va dire les choses sans qu'il faut... Ça peut exister. Est-ce que ce n'est pas des interventions politiques, par exemple? Ça peut être le cas. Vous savez, le pouvoir politique et le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, il y a, si vous voulez, cette attirance, on va dire quasi charnelle. Le pouvoir exécutif est généralement enclin à avoir le pouvoir judiciaire soumis à ses desiderata. Mais je veux dire que soyons constructifs, soyons positifs. Nous avons des textes, appliquons-les. Tout simplement. Pour le bonheur de nos concitoyens, pour le bonheur et la cohésion nationale. Comme je le disais, vous savez, à un de mes confrères, ayons le courage de faire des réformes. En Angleterre, par exemple, vous avez un organe, une autorité indépendante qui n'est pas forcément un magistrat. On l'appelle le Chief Inspector of Prisons. C'est une autorité indépendante que toute personne en détention, de quelque nature que ce soit, qui estime que ces conditions peut solliciter cette autorité indépendante qui va mener des investigations
pour s'assurer de savoir si les droits de cette personne, sa liberté ont été respectés. Merci, Maître Le Diallo. sujet est assez important. Les temps sont... Et moi, je rêve d'une confrontation avec un juge et magistrat pour qu'on puisse vraiment comprendre, parce qu'il y va de la liberté. On n'est pas en opposition avec les magistrats. Oui, je sais, on mais est tous il faut savoir des acteurs de justice. On est là pour le respect des règles et pour parce la que de la manifestation position où on se liberté. trouve, de la position d'un avocat, de la position du magistrat, ça peut différer, on ne sait jamais. On va revenir avec la rédaction en chef et proposer ça, et ça va enrichir tout le monde. Avec plaisir, je répondrai à votre appel. Merci. Bah oui, on a terminé. Merci beaucoup. On espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut afin de gérer au mieux votre liberté en matière pénale. Rendez-vous demain sur le même canal. Au revoir. Merci.